quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du Formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne se... Rentrés dedans, dans le virage. Alors nous sommes sortis de la voiture, eux aussi. Nous ont demandé si on n'avait rien. Alors on a répondu que non, puis M. Manos est arrivé derrière en voiture, à ce moment-là, fait ressortir leur revolver. Ils nous ont dit de lever les mains, on a levé les mains. Moi avec le fils, et puis ils sont allés vers le père, ils ont ouvert la porte, ils ont tiré froidement sur lui. À ce moment-là, ils ont dit à tirer sur le père, il y a l'autre de s'occuper de nous. Et là où ils ont commencé à ouvrir le feu sur nous. Et moi, ils m'ont manqué, je me suis sauvé. Et le fils a essayé de faire un pareil aussi, puis ils ont dû l'attraper. Je suis parti à Gizagan, ils m'ont tiré dessus, mais ils m'ont manqué.
On peut dire quoi que du point de vue agricole, ils faisaient surtout l'élevage de chèvres. Et ils sont arrivés à avoir un troupeau d'une 60aine de chèvres. Et on peut dire de ce côté-là, ils soignaient assez bien leur troupeau, vous voyez. Mais du point de vue agriculture, je pense que c'était pas fait d'une manière assez efficace, vous voyez. Alors, par la suite, ce travail, semble-t-il, l'élevage de chèvres leur donnant beaucoup de travail parce qu'il fallait faire du fromage, le vendre sur les marchés, etc. Alors, il semblerait que devant le travail que procurait ce troupeau de chèvres, il l'ait abandonné et ils se sont reconvertis vers des troupeaux de brebis et des vaches qu'ils ont actuellement, quoi. Ils ne menaient pas leur affaire d'une façon très rationnelle, si vous voulez, vous voyez. Moi, ce que je peux dire, c'est que Conti, c'est un gars, à mon avis, violent, qui peut être dangereux. Je pense que ça tient plus à son état psychique, si vous voulez, qu'autre chose. Il m'a dit qu'il y a plusieurs années qu'il voulait vivre une expérience tribale, c'est-à-dire en revenant à l'époque des tribus où lui serait le chef. Alors, je pense que ça dépeint un peu le personnage en ce sens que, du point de vue psychiatrique, il doit y avoir des problèmes. Et je pense que s'il en est arrivé là, je pense que ça peut être en relation avec son état psychique, quoi. Voilà donc. Au sujet de l'affaire judiciaire, à savoir qu'aujourd'hui, Pierre Conti bénéficie de la prescription de la loi pénale, comme de la loi civile, et donc il peut apparaître sur le territoire français, puisqu'il est déjà revenu, librement et sans risquer les poursuites ou les foudres de la loi. Il est un citoyen comme vous et moi, donc il faut faire attention aux propos que l'on utilise, car il pourrait très bien se retourner contre vous comme contre moi, en citoyen qu'il est actuellement libre et indépendant. Alors voilà, moi j'étais gendarme à l'époque, j'étais dans la fusillade de Joyeuse le 24 août 77 et 17h20, lorsque mon camarade Danny Luxac a été tué avec moi, et l'affaire a été passée à la police judiciaire. Donc dans le cadre de la gendarmerie étant décisif, je ne pouvais pas poursuivre les investigations, donc j'ai attendu d'être à la retraite pour me lancer à titre personnel dans la recherche de Pierre Conti, que j'ai d'ailleurs pu localiser. Ah bon En France Pardon ? En France ? Non, il n'est pas en France actuellement, et qui a fait apparaître, si vous voulez, derrière l'affaire judiciaire, autre chose qu'un premier degré, si vous voulez. Pierre Conti n'est pas Pierre Conti. Il y a derrière lui
la question est la suivante. Comment Pierre Conti a-t-il pu échapper aux recherches? Lorsqu'on prend par exemple le cas de Jacques Messrine, qui possédait un niveau intellectuel très élevé, qui avait ce qu'on appelle un trésor de guerre, puisqu'il avait commis de nombreux hold-up, qui avait l'appui de la pègre, et qui, malgré ça, a été identifié. Donc comment Pierre Conti, qui n'avait pas l'argent du hold-up, qui n'avait très peu de moyens, a-t-il pu échapper aux recherches? Tout simplement parce qu'il bénéficiait de protection politico-judiciaire et d'une infrastructure aujourd'hui qui est une ramification au niveau mondial qui le protège, si vous voulez. Ah d'accord. Donc là, vous affirmez, là, vous parlez pas au conditionnel, hein. Non, là d'accord, là, parce que c'est des années de recherche. D'accord, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont dit que effectivement il y avait eu des protections à l'époque parce que même, je crois qu'on avait célébré le mariage du fils d'un personnage assez important de l'État, voilà, et que dans cette communauté il n'y avait pas que j'allais dire des gens qui se situaient comme Pierre Conti d'ailleurs, hein, comme des ouvriers et comme des gens qui voulaient travailler à l'usine ou qui voulaient se briser les fers de leur travail en usine. Il y avait aussi des intellectuels et des études. Henri, donc encore un mot. Donc vous poursuivez cette enquête. Donc pour vous, selon les éléments que vous possédez, vous considérez que Pierre Conti est toujours vivant aujourd'hui. Peut-être qu'il bénéficie de support de certaines structures. Et vous comptez raconter ça dans un livre? Oui, tout à fait. Je prépare un ouvrage qui s'appelle La Sœur Conti, je témoigne, dans lequel je vais appuyer, si vous voulez, à contrario ce que dit Monsieur Yves Frénion concernant les liens de Pierre Conti avec le terrorisme. À ce titre, je vais vous donner 2 indications. Très vite, alors, oui. La première, c'est que lorsque sa cache a été découverte en Ardèche, on a découvert 1200 kilos d'explosifs. Voilà, je faisais allusion à ça tout à l'heure. Il a manqué 800 sur le stock qui avait été volé dans une carrière. D'accord. Ces 800 ont été retrouvés à Paris et Pierre Conti a été, si vous passez l'expression, balancé par un gars à Paris dont j'ai plus le nom en tête, j'ai pas de documentation sur les yeux, qui était quand même un des membres de Action Directe. Bon, ça c'est déjà un élément important, c'est-à-dire des explosifs dans l'Ardèche qui arrivent à Paris et qui aboutissent dans un moment extrémiste. Et puis deuxième chose, Stéphane Biopécat, qui aujourd'hui circule à Paris sous l'identité de Stéphane Pécat, aujourd'hui... Qui a été condamné à 18 ans de prison, qui a payé sa dette, comme on dit, à la société. Hein, de manière d'ailleurs un petit peu forte, dans le sens où beaucoup de choses ont été dites sur lui et apparemment sa responsabilité aurait dû être atténuée. D'abord parce que j'y dois la vie, à titre personnel. Voilà. Et que j'aimerais bien le rencontrer, j'essaie de le retrouver sur Paris. Quand il lui disait tue-le en parlant de vous, et il a tiré au-dessus. Non, c'est pas lui, c'est Conti qui a dit tue-le. Oui, c'est ce que je dis, voilà. Ouais. Et il vous a donné le change en tirant en l'air et en m'épargnant volontairement.